Enregistrer la vidéo. Ok. Allez, on est reparti. Et donc, objectif du soir, bah déjà, un petit peu papoter pour se remettre en condition depuis la dernière fois. Attendez, je vais un peu glisser ça comme ça. Développer. Ok. Open as page. Alors, j'ai quoi d'intéressant? Ouais, pour commencer, salut Moetus. Pour commencer, parler vite fait de la chaîne YouTube. Voilà, à chaque fois que je vais faire un live, je vais faire si j'estime que c'est intéressant et que c'est bien suffisamment bien passé. Je vais faire le nécessaire pour le mettre sur la chaîne YouTube que j'ai construite, que j'ai créée pour l'occasion, et dans lequel pour chaque vidéo je fais l'effort de mettre par exemple une description ainsi que le chapitrage. J'essaie d'être précis par rapport à tout Salut ça. tout le monde. Ok. Et voilà, n'hésitez pas à partager, je mets aussi tous les liens qui peuvent être utiles par rapport au contenu. N'hésitez pas à partager, on va essayer de faire vivre ça. Et objectif, bah, c'est créer du contenu en français de qualité. Voilà. Ensuite, deuxième chose, point commit. Ouais, bah, comme j'avais dit, j'ai essayé de mettre un petit peu d'ordre au niveau du code, au niveau des commits. J'ai retiré vite fait les choses qui étaient vraiment trop à l'arrache. L'autre fois, on a fini c'était un petit peu compliqué. Donc, normalement, j'ai mis de l'ordre, que ce soit au niveau du Docker Compose, mais surtout au niveau de Prisma. Ça va être un des gros objectifs ce soir, de faire un Prisma qui déchire, industrialiser ça correctement, notamment sur la partie cloud. Ensuite, ouais, on m'a posé une question, enfin plutôt j'ai partagé le sujet à propos des dev dependencies. Donc l'autre fois on a vu pour déployer, que ce soit sur Clever Cloud ou sur Scalingo, il fallait mettre la variable d'environnement, node production, non c'était quoi qu'il fallait mettre déjà? À chaque fois j'oublie cette variable. Et voilà, npm config production à false. Et ce qui est assez perturbant, c'est qu'on est obligé de faire ça pour récupérer les dépendances liées à TypeScript. Salut Alex. On est obligé de récupérer les dépendances liées à TypeScript. Mais du coup, ça veut dire qu'on se tape aussi les dépendances liées à ESInt ou à Jest par exemple, alors que foncièrement on n'en a pas besoin. Et du coup, j'ai pas mal cogité et je me demande si il faut pas accepter le fait que l'application pendant un certain temps elle va tourner dans un pass, et qu'en conséquence il y aura toujours une tâche de transpilage. Et donc tout ce qui est dépendance TypeScript, tout ce qui est add-types et compagnie, ou tout ce qui est même TSC, pourquoi ne pas directement les inclure au niveau des dependencies plutôt que dans les dev dependencies? Donc voilà, c'est une réflexion en cours, j'ai pas d'avis tranché, je sais pas s'il y a une vérité, mais je me pose quand même la question et ça me titille. Après, si on voulait répondre bête et méchant comme WebStorm, par défaut, quand il nous fait rajouter des dépendances de type type, c'est quelque chose, il les fout de lui-même dans dev dependencies. Donc c'est voilà, quelque part, je me dis que c'est comme ça qu'il faut faire, mais en même temps, je suis pas super à l'aise. Bref, peut-être que dans le futur, je vais enlever cette variable. Moi, il y en a mis en sport, et mettre vraiment tout ce qui est TypeScript au niveau des dependencies plutôt que des dev dependencies. Affaire à suivre donc. Quoi d'autre? Ça, c'est ce qu'on a pour ce soir. Et ça. Donc, on verra peut-être ça une prochaine fois. C'est aussi un sujet de discussion que j'ai eu avec quelqu'un de mon équipe aujourd'hui, et qui m'a rappelé que, enfin, l'autre fois, on avait tenté de faire tourner l'application dans le plus petit des conteneurs chez Clever, et que c'était un petit peu vautré par manque de mémoire. Alors qu'en vrai, il n'y a rien sur l'application, hein. Il s'est vautré juste sur la partie transpilage. Mais il y a peut-être des trucs au niveau de Node, mais là je rentrerai pas dans le détail. Ce que j'aimerais bien faire dans le futur, c'est lancer un PM2 pour calculer ou même faire un PSOX peut-être, mais vraiment arriver à calculer en local la taille la taille des ressources consommées par l'application, pour pouvoir tailler en conséquence les conteneurs sur le pass. Ça, ce serait, je pense, un truc intéressant à faire, mais dans le futur, un peu plus loin, quand on aura fini le reste.
Le reste, justement, parlons-en. Donc, c'est quoi le plan pour ce soir? Objectif de ce soir, en finir avec la partie base de données, Prisma. Enfin, quand je dis en finir, c'est-à-dire que ce soit enfin bien setupé, qu'on ait les migrations qui se lancent toutes seules dès qu'on déploie un commit ou une branche, qu'on ait aussi des seeds alimentés sur les bons environnements, en gros sur les environnements de review app par exemple. D'ailleurs, je crois qu'on n'en a pas encore, hein. Donc voilà, on finira avec tout ça, toute cette partie database. Si je vois qu'on est dans les temps, on se fera peut-être un petit détour par le DNS pour montrer à quel point c'est pas compliqué. Et voilà, et ensuite, ça je pense que ça prendra quand même pas mal de temps, hein. Et ensuite, si d'aventure il nous reste un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, on en viendrait, j'aimerais bien commencer à architecturer convenablement l'application, parce que pour l'instant c'est un petit peu posé à l'arrache. On a un truc qui tourne, hein. Mais c'est un petit peu, voilà, on a SRC, on a tout calé dedans, c'est pas foufou, et j'aimerais bien commencer à raconter des choses autour des domaine-centric applications ou architecture. Et en tout cas, tel que je la comprends, tel que je l'interprète, tel que j'ai envie d'essayer de l'implémenter sur ce projet-là, à chaque fois je change un petit peu, on teste des trucs. Donc voilà, c'est ça le programme. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des choses. Salut JCD. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le chat. C'est quoi la stack du Node? On est sur du back. C'est une stack vraiment très back et on est sur du Node, PG, Prisma avec un petit peu de Docker Compose. Quoi d'autre, quoi d'autre? Il y a du TypeScript, il y a du ESLint. On a mis quoi d'autre? On a mis du Dotan aussi. Et on déploie le tout sur un pass Scalingo. Tu peux dire vite fait pourquoi tu choisis cette archi et quelle autre solution serait possible? Ouah, il y en a plein des trucs, hein. En plus, là, on va faire un truc tout con. C'est oui, on fait une to-do list, vite fait. Et donc, une to-do list, ça va être du besoin transactionnel. En gros, on va lister des to-do, on va modifier leur état en les passant à checker, enfin à fait, ou voilà, ou les repassant à pas fait. On va faire quoi? Peut-être en supprimer aussi, mais tout ça sous la forme d'une API. Peut-être qu'un jour on fera le front, on verra. Donc on est vraiment on est sur du crude. C'est voilà, la to-do list, c'est du crude, hein. Donc c'est vraiment que du transactionnel. Et pour ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de se casser trop la tête. On fait une application back assez classique. J'aurais pu faire du Rails, du Java. Au final, vraiment, l'effort que je fais, c'est d'expliquer tous les concepts parce que c'est ça qui me parle le plus. Une fois qu'on maîtrise les concepts, un serviseur, un contrôleur, des services, tout ça, en vrai, ça se reproduit partout, ça marche partout. J'espère que j'ai répondu à la question. Quoi d'autre? Je pourrais le faire en Rust. Quand je serai chaud, je le ferai en Rust. Prisma, c'est quoi exactement? C'est un ORM nouvelle génération, avec une syntaxe un peu particulière. Le tout basé sur un schéma hein, qui est celui-ci. Et ça marche plutôt bien. Comme tous les ORM un peu complets, ça vient avec tous les outils, des choses pour initier des bases de données, pour migrer, pour synchroniser, tout ça. Il y a des seeds, on va faire m'amuser avec ça. Et voilà. Bref, ORM nouvelle génération. Et ça marche plutôt bien, c'est propre. Et au moins, quand on récupère les résultats via Prisma, on s'emmerde pas avec tout le bousin généralement, qu'on trouve généralement dans tous les ORM. Donc c'est cool. En tout cas, moi j'en entends de plus en plus parler et j'ai voulu tester et c'est vraiment pas trop mal, hein. J'étais un peu plus dubitatif et finalement ça passe. Voilà. Alors on va relancer en local pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà, on va lancer en local. npm start. Pour montrer, pour moi, pour savoir où est-ce qu'on en est. On est toujours sur notre fameuse branche qui ajoute une database. On a notre logger qui rentre en jeu. Hop, on va aller pointer dessus. Ping. On a notre ping. Ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une. Ah, non, j'ai pas fait. Ah oui, c'est pas note, ouais. C'est to do.
Donc qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois? L'autre fois on avait branché sur ping, c'était pas ouf. Là j'ai bien séparé, j'ai tout branché sur tout 12. J'ai fait exprès de pas y aller en test parce que c'est encore trop manuel et ça fait partie des choses qu'on va rendre ça plus propre. Dans les shows, je sais pas si j'aurai le temps de les faire ce soir, c'est mettre les tests d'intégration qui vont taper sur une base. Ça me paraît un peu touchy, mais bon, enfin bref, ouais, ça met en place, ça met du temps de mettre en place toute une stack autour de bases de données. C'est vraiment relou. Mais c'est important, enfin c'est relou. En même temps, on est là pour ça, hein. Je connais Express, mais Fastify, c'est mieux du coup. Ouais, c'est différent. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus maintenu. C'est avec des technos modernes, avec des concepts peut-être un peu plus modernes. Il y en a un petit peu plus dans Express, t'as pas tout le délire autour de la sécu, de la perf. T'as un petit peu plus de choses d'entrée de jeu avec Fastify, notamment des outils de testing, chose que tu n'as pas avec Express. Enfin, je crois de mémoire que c'est hyper léger. Enfin, en même temps, c'est le délire. Et ça marche bien Fastify, et c'est cool. Alors, donc il y a tout qui tourne. Objectif, avoir une base sur Scalingo. Ouais, je dis sur Scalingo parce que sur Clever, là, j'ai coupé l'application. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs applications. C'était cool de faire l'autre fois l'expérience, mais là, on va se contenter d'une seule application. Et donc, comment ça marche? Comment ça marche? Bah, déjà, je vais vouloir ajouter une base de données à mon application. Donc, je rappelle, mon application, c'est celle-ci, To-Do List. Elle est sur Scalingo, sur la zone OSCFR1. Et donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller dans les add-ons, manage, je vais faire add en add-on. Et on a quoi? On a du PG, du MySQL, du Mongo, du Redis, on a du InfluDB, tout ça. On a des choses aussi au niveau du réseau, Scalingo, Docker Image. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment déployer des images de Scalingo, mais ok, peut-être qu'il prépare des trucs. Allez, on part sur une base PG. On va partir sur un plan le plus simple, la sandbox, qui coûte 0. Autant l'application doit être à 7 ou 10 euros par mois, je sais plus exactement. Là c'est à 0. Très bien. Ok. Voilà, j'ai besoin que de ça. C'est parti. Alors, c'est là qui va provisionner. Est-ce que j'ai des choses? Il est en train de provisionner. Il m'a déjà sorti un dashboard. On va l'ouvrir de ce pas. Alors, il y a des logs, je sais pas si starting request completed, je sais pas s'il est déjà prêt. Je crois que ça va assez vite, hein. Après, ouais, ça a l'air d'être prêt là. Running queries, tout ça, bon ok, voilà. Il y a du backup, là je l'ai pas activé, je crois que ça coûte un petit peu, mais c'est bien foutu. On peut rajouter des utilisateurs pour gérer les droits. Ça, ce sont toutes les extensions qui sont de base possibles ou intégrées à la base de données. Normalement, il y a le nécessaire. Au pire du pire, si on doit tweaker quelques options, il y a moyen, on faisant appel au support pour le coup, qui est à chaque fois hyper réactif. Mais c'est pas mal. Au niveau des extensions, je sais plus s'ils peuvent en rajouter ou pas. Je sais plus. Bref, normalement, il y a déjà une bonne base pour commencer. Quoi d'autre? Mémoire 128 mégas, on n'aura vraiment pas besoin de beaucoup plus. On est sur un seul nœud avec une seule gateway. En même temps, pour l'instant, il n'y a rien. Très bien. Par défaut, je crois qu'elle est protégée. Ouais, par défaut, elle est pas accessible. La base n'est pas accessible depuis Internet par mesure de sécurité. Et si je veux m'y connecter, il faut que je force TLS. Ok. Si vraiment je voulais me connecter, je pourrais passer par le Scalingo et puis j'aurais juste à copier ce truc-là dans celle-là. En étant connecté et il faut user password, tout ça. Et quand je passe par le Scalingo en étant déjà connecté, normalement j'ai vraiment rien à faire. Ça suffit. Bah, d'ailleurs, on peut pouvoir le faire. Ah non, je suis pas connecté. Ah non, je peux pas utiliser le CLI, je suis pas connecté avec avec le bon CLI et c'est. J'ai pas envie de me déconnecter de mon compte Pix. Ok.
On a fait le tour du propriétaire. Alors, quand on ajoute une ressource, normalement, il va me rajouter les variables d'environnement qui vont bien. Et voilà. Ouais, j'aimerais bien je vais pas rester trop longtemps sur cet onglet. Bon, je ferai un effort au replay pour pas me faire polluer la base, mais on voit qu'on a une variable d'environnement qui s'appelle database URL qui va pointer vers database PostgreURL. Et voilà. Et à partir de là, normalement, je peux commencer à l'utiliser. Database URL, il n'y a pas de secret, c'est ce qu'on va retrouver dans notre sample.env. Normalement, on a une variable qui s'appelle database URL. Voilà, donc quand on crée un point .env, il faut spécifier. Enfin voilà, on voit que ça c'est bien pris en compte, ça va marcher assez magiquement normalement. Ce qui va me manquer, c'est que quand il déploie, j'aimerais qu'automatiquement il joue toutes les migrations. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon un petit peu triviale et un petit peu rapide, c'est au moment du pré-start par exemple, ou même au moment du start, ou en quelque part par là, on pourrait lui dire bah vas-y, fais Prisma migrate up ou migrate quelque chose pour qu'il les joue. C'est une façon de faire. Elle va très bien marcher pendant des années, je pense, hein, pendant des mois et des mois sur cette application, vu qu'il n'y aura pas beaucoup d'activités. Mais nous, on a dû passer par une autre façon sur Pix, c'est que désormais l'application va prendre un petit peu de temps à se lancer, et notamment les migrations, elles peuvent prendre du temps. Et quand on va voir Scalingo, j'ai pas vérifié pour Clever par exemple, Scalingo post-deploy, post-deploy. Ouais, quand on est sur Scalingo, il faut que l'application, cette tâche-là, elle est bootée en moins de 60 secondes. Et donc on se rend bien compte que si on fait des migrations qui vont modifier des tables, que ce soit renommer des champs ou d'autres opérations, on sent bien que rapidement ça peut dépasser les 60 secondes et nous mettre dedans. Donc là, on va passer par la façon un peu plus propre de faire, qui consiste à utiliser le hook post-deploy. Alors, c'est ce qu'on va faire, on va commencer par faire ça. J'aurai peut-être besoin d'aide parce que c'est à la fois simple, mais on peut vite se prendre les pieds dans le tapis. Et donc, post-deploy, ouais, on le fait une fois que l'application est démarrée. Non, une fois qu'elle a été, on va le faire juste après qu'elle ait été déployée, mais juste avant qu'elle soit démarrée. Alors, première chose à faire, un procfile. On va se faire ça, hop. Par défaut, quand on est sur une application, Scalingo, on n'a pas besoin de faire de procfile parce qu'il est assez intelligent pour reconnaître la nature de l'application, que ce soit du Node, du Rails, du Java. Donc il va s'en rendre compte parce qu'il y a un package.json, parce qu'il y a un, c'est quoi sur Rails? Je sais plus. Sur PHP un composer, sur Java ça va être un Maven. Mais il y a quand même moyen d'aller tweaker le démarrage. Procfile. Voilà. Bah alors, nouveau fichier, ok, c'est parti. On va faire, je vais avoir un conteneur web qui va être, ça va être quoi mon conteneur web? Ça va être mon fameux, ça va être ma tâche ici. Donc je veux qu'une fois que tout est prêt, je vais faire un node build server. Sauf que je veux que ça s'exécute bien. Sinon, en cas de pépin, ça va mal se passer côté cloud. C'est pour ça que je suis obligé de rajouter la commande exec. Donc je veux qu'il exec un process node et qu'il aille taper sur ce composant-là. Et si je voulais être explicite, je ferais serveur. Il s'appelle comment le machin? Bah non, il s'appelle serveur. Donc ça va être mon composant, ça va être mon conteneur web. Elle va accomplir cette tâche-là.
Mais au préalable, post deploy, ouais, hop. Je vais vouloir qu'il fasse, alors pour migrate, c'est quoi la tâche pour Prisma migrate? Prisma migrate. Comment ça marche pour le forcer à déployer? Prisma cli, ouais, c'est ça qu'on va vouloir. Prisma migrate. Tac, 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 tac. Prisma migrate dev. Je veux pas qu'il fasse dev, juste qu'il applique les migrations. Et ça va être seulement les migrations. Non, je veux pas qu'il reset toute la base, c'est beaucoup trop violent. Deploy. Ok. Allez, on prend toute la commande. On va faire ça. Je l'ai jamais fait, hein. J'ai aucune idée de savoir si ça marche ou pas. Donc j'ai un procfile, il va voir le machin. Web, le web ce sera ici. Je sais pas comment ça va se comporter avec ma tâche npm start. J'ai bon espoir qu'il... Ma crainte c'est qu'il essaie de les deux, mais normalement non. Très bien, il y a quoi qui a été modifié? Ah, j'ai modifié des choses là-dedans? Ah mince, je vais commencer par faire juste un micro commit avec le app. Move. Oh non, on va faire add route slash to 12, comme ça. Ok. Premier commit. Ah, il n'était pas constant. Redondante. Ah, y'a que ça qui t'embête. Ok. Merci, WebStorm. Donc on revient, on fait ça. Ok. Oh non, me dis pas qu'il a commité les deux. Ah. Bon, on va faire le nécessaire alors. Ah zut. Git rebase -i de add -1. Ok, il a fait ça, et moi je vais vouloir l'éditer pour pas qu'il en prenne autant. Edit, ok, edit. CW change word, E. Hop. Et donc là je suis en mode, ok, je suis en train d'éditer. Il me dit quoi? Normalement, il doit me dire... vous êtes actuellement en train d'éditer un commit pendant un rebattage. Alors... Oh non, je sais plus faire un git rebase, mais non, mais quand même. Ça fait trop longtemps que je code plus, c'est pour ça. C'est quoi? C'est... Ça va être quoi? Ok. C'était pas edit? Alors... ouais, je vois mon procfile ici, et là je vois... Moi je voulais juste le second fichier, j'étais vraiment été trop vite. Et... Qu'est-ce que j'ai raté comme bêtise? Git rebase... abort. J'ai dû rater un truc tout bête. Donc il y a ça, et c'est celui-là que je vais éditer. Add Prisma. Non, c'est add route. Ok. Change word. Edit. Utiliser le commit, mais c'est arrêté pour le modifier. Ouais. Voilà. Mince. Oh là là, je sais plus faire un git rebase. C'est tellement triste. Git rebase, non, ouais, ok, oui, bien sûr. Mais c'est bien sûr un git reset add -1. Hop. Ok, il y a les deux. Voilà. Ok, c'est pardon. Désolé pour cette petite incertitude. Ensuite, j'ai pas envie de prendre le procfile. Je vais faire juste git add de src app. Ok. Procfile, je vais l'enlever temporairement. Est-ce que ça va marcher si je fais un git stash du procfile?
Il est non versionné. Ok, non versionné. Et là, il me suffit de faire git commit moins amend. Add Prisma. Non, non, c'est pas certainement pas ça. C'est pas add Prisma. Là, c'était ajouter. Voilà, commande E. Add route slash to 12. Ok. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Je lis le commit. Et décidément, ce soir, ça commence mal. Je suis désolé. J'ai mis, oh là là, j'ai mergé l'autre commit. Bon. Allez, c'est pas grave. Disons que c'est soit pas. On a qu'à considérer que c'est pas si mal. Ah, c'est nul. Allez, on se reprend. Alors, ensuite, on va faire. C'est quoi déjà Et ben, moment continue. Je suis pas satisfait, mais c'est pas grave, c'est la vie. Si vraiment je voulais, je prendrais le temps nécessaire pour faire ce qu'il faut. Ouais, du coup, ça a été renommé. Bon, on va quand même le renommer. Prisma with Prisma Client. Allez, on va dire que ça marche mieux comme ça. Ok, je suis ici. Normalement, j'ai mon profile. Ok. Add profile to to add database migration. On scaling off. On passe. Il va me bananer parce que, ouais, forcément, hop. Ok. Alors ensuite, revenons sur ma petite branche. Il y a celle-là. Hop. Et ça s'appelle... Ça s'appelle... To-do list. Très bien. J'ai pas encore créé de... Ok, on va créer une paire de database. Très bien. Normalement, ça va passer sur GitHub Action. Ou pas. Ah, cool. Ah, intéressant. Comment c'est possible? Environnement variable, notre fin de database URL. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Ah, j'aurais dû lancer les tests. Je m'attends. Mais non, donc il va avoir le point env. Il va pas crever. Ah, je me suis fait avoir. Et ben voilà, on est exactement dans les problématiques d'intégration de base de données sur un nouveau projet. C'est cool, c'est super cool. Et là, en l'occurrence, le métier il est pas content parce que j'ai pas mis de point env. J'ai pas mis de point env ici. Enfin non, ouais. Donc ici j'ai mon point env en local. Mais sur GitHub, j'ai pas de point env. En même temps, j'ai pas de base de données. J'ai pas de base de données. Alors, on va tester un premier truc. On va tester la mauvaise façon de faire. On va voir comment ajouter des variables d'environnement. New environnement. Database. Potentiellement. Ah, configure environnement. Il faut quoi? Ah, ça c'est que le name. C'était peut-être pas là. C'était peut-être pas là. Voyons voir. Environnement, configure database URL. Ah ouais, non, c'était clairement pas là. Et comment est-ce que je modifie mon environnement? Je peux pas? Ah si, ok. Oui, vas-y, supprime. Alors, on va faire un nouvel environnement. Et ça, c'est quoi? C'est CI, c'est un environnement de quoi? De test?
Ouais, on va dire CI. Environnement protection, configure CI. Environnement protection rules. Can be used to configure manual, approval, anti-mode. Ok. Environnement secret. Donc ça va être ça, je pense, environnement secret. Environnement variable, ouais, d'accord. Deployment branches sur toutes les branches. Pour le coup, j'ai jamais utilisé ça. Je maîtrise absolument pas. Database URL. On va lui en coller une fausse. On va dire que c'est ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, il avait, ça lui a pas plu, les GitHub Actions, tout ça. Add database. Comment je lui dis de redémarrer? Build, rerun. Pourquoi est-ce mauvais de donner des variables dans en tant que secret à Git? Non, c'est pas que ce soit mauvais, au contraire, c'est une bonne chose. Mais là, c'est que je vais. Non, c'est quoi déjà le problème ici? Bah non, c'est que je lui mets vraiment une donnée n'importe, une donnée fake. Et potentiellement, il va essayer le bousin, la CIA, il va essayer de jouer de faire tourner Prisma. Et ça peut ne pas marcher. En gros, là, je lui configure une database URL pseudo-existante. Donc c'est celle-ci. Alors je sais pertinemment que derrière, il n'y a aucune base nulle part. Donc c'est pas super propre. C'est pas super propre. Mais on va voir. Il y a peut-être un truc à faire au niveau de quoi bah, du fichier config. Donc là, je pense que c'est le même délire. Et lui, il dit quoi? Il l'a pas trouvé? Environnement variable not found. Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il me dit que c'est pas... intéressant. On va reproduire déjà en local, hein, je suis sûr que c'est ça, pour commencer. Fichier point, on va l'appeler back. Je vais avoir la même erreur. Ok, j'ai exactement la même erreur. Donc c'était bien ça le truc. Et donc comment est-ce qu'on résout ça? S'il y a quelqu'un qui maîtrise GitHub Action, hein, je prends. Pourquoi est-ce qu'il me lance pas l'environnement? Donc si je fais GitHub Action, build, specify environnement. Ah oui, j'aurais pu les mettre là. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Défaut environnement variable. Oui, hop. The file system, ok, tout ça. Est-ce que ça parle de database là-dedans? Ah non, ça parle pas de database. You should use the off context. N'hésitez pas à donner des idées. Ces variables existent seulement dans le runner qui exécute votre code. Ok. Donc là, on peut mettre $git bref. Ah ouais, ok, on me remet dessus. C'est pas super intéressant. Naming conventions for environnement variable. C'est ce que j'ai fait. When you set a custom environnement variable, on peut pas utiliser GitHub. Ok. Est-ce qu'il faut que j'aille modifier mon fichier GitHub Action? Voyons voir ça.
Je vérifie une dernière fois. Tout ça est un environnement variable. Ok. Alors, plusieurs façons de faire. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire dans ce truc-là? Comment ça marche? Donc on voit dans les steps, on run. Env, c'est là où je vais pouvoir définir mes variables d'environnement. Moi j'aimerais bien qu'ils prennent une variable d'environnement directement depuis mon profil, depuis mon contexte GitHub. Alors je vois pas comment il fait github.ref, tout ça, on branch. Ah ok, c'est ici qu'il prend son truc. Bon, voyons voir. Alors testons, on va aller modifier directement la conf là-dedans. Et donc c'est à quel moment? C'est quand je vais lancer mes tests que je vais vouloir qu'il se passe des choses. Jobs, project, on a différents steps. Ok, steps, run, machin truc. Et lui, comment il est spécifié là-haut? C'est quand il fait, donc on a l'étape qui est ici, nous on fait le run ici, et dans run, on va faire env. Bon, je vais tenter une première étape, on va voir, on verra bien ce que ça donne. Voilà, database URL. Je vais reprendre celle-là, j'ai pas forcément besoin côté CI là-bas. Si j'en ai pas besoin là-bas, autant la supprimer directement. Allez hop. Ok. Ensuite, j'avais quoi comme commit? Add procfile. Du coup, je viens même pas jusqu'à mon procfile. Je meurs un petit peu avant. Ok. Donc là, je vais faire... Allez, on va faire ça. Set environnement variable. GitHub action test. Comme ça. Test step. Ok. Bon, on va pusher. Ok. Normalement, il va redémarrer. Il l'a bien vu. Donc il fait des choses, Et ça va être ici. Sinon j'ai une autre piste, hein. C'est directement, je vais profiter de mon fichier config pour aller le modifier en dur, mais je trouve que c'est pas super clean. Alors, instant de vérité. Apparemment c'est passé. C'est pas ouf, mais c'est passé. Est-ce que c'est bien ça? J'ai quand même l'impression que c'est pas ultra clean et mon database URL là, j'aime pas trop qu'il traîne comme ça dans le fichier. Je sais pas ce que vous en dites, moi ce que vous en pensez, et au pire si vous pensez que c'est vraiment un chier, je reviendrai dessus. Et du coup, c'est moins bien de commit tes clés dans GitHub, non? Bah non, parce que à la rigueur, il y a que les gens qui sont admin sur ton compte GitHub qui pourront les voir. Donc normalement, c'est que des personnes de confiance. Alors que là, la clé, elle est directement visible dans les sources. Donc sur un projet open source, bon, c'est jamais satisfaisant. Ouais, même en termes de sécu, ouais. Je préfère les mettre dans GitHub et gérer les accès GitHub au compte. Par exemple, dans GitHub, tu peux fournir des accès membres, donc pas forcément admin. Et ça restreint, alors que là, là la valeur elle est directement visible sur internet, c'est pas génial. Et sachant qu'il y a vraiment des bots qui tournent pour checker ce genre de choses, hein.
un truc vraiment tout con qu'on peut faire. C'est comme ça qu'on fait des attaques de type quoi, DNS hijacking. Un truc vraiment tout con et tout dégueulasse. Je sais pas si bon, on reproduit, faites pas ça. Hein. Et on fait database URL sur tout GitHub. Et c'est là où potentiellement on peut tomber sur sur des valeurs en clair qu'on ne devrait pas voir. Pareil, si jamais vous avez vent de certaines variables d'environnement un peu sensibles, que ce soit pour, ça peut être pourquoi d'ailleurs, pour du storybook par exemple, ou toutes ces choses-là, de toute façon, je suis pas le seul, il y a plein de robots qui le font et qui vont checker des variables d'environnement sur tous les repositories. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à leaker certaines données. Bref, faites gaffe, ou alors utilisez Git Guardian. Git Guardian, donc c'est un service qui va checker à chaque commit, je crois, si on n'est pas en train de leaker un secret. Et ça arrive plus souvent et plus simplement qu'on pourrait le vouloir. Hein. De toute façon, il suffit d'un commit. La revue, elle passe après les commits. Il suffit d'un commit pour aller pour se mettre dans la galère. Et voilà. Donc utiliser un service comme Git Guardian, en général, ça protège pas trop mal. Nous, on l'utilise sur Pix. Et je pense que ça nous a déjà sauvé la vie à plusieurs reprises. Je fais comme ça perso. Cool. Bon, ça veut dire que c'est pas le pire. Ok, on a perdu assez de temps sur ce petit problème, mais soit. Et donc maintenant, on va déployer sur Scalingo. J'ai pas encore activé les review apps automatiques. On va le faire. Hein. Alors, une review app, c'est quoi une review app? Une review app, c'est une application quasi isoprod, modulo la taille des ressources, tout ça, qui tourne à peu près au même endroit et qui permet de générer un environnement quasiment from scratch, mais pas loin, pour chaque feature, chaque branche. Et ça, c'est super appréciable. Demain, je recommence un projet, j'y vais pas sans mes review apps. Ça fait Pix a 5 ans maintenant, et déjà avant, je travaillais sur Roland Garros pendant 2 ans. Et c'est là où on a commencé à mettre en place des review apps sur le projet. Au départ, il n'y avait pas tout ça, c'était nous qui faisions le machin à base de Docker. Et quand on a commencé, on a pris goût. C'est pour ça que sur Pix Direct, on est reparti en mode review app dès que possible. Et donc l'idée, hein, c'est à chaque feature, chaque PR, boum, on fait émerger un environnement, on fait popper un environnement de nulle part, isoprod avec seulement le code de contenu sur la branche. Et ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Voilà, alors. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a activé sur Pix que je sais même plus comment on va faire. Je découvre la fonctionnalité hein, avec le nouveau dashboard. Edit Automatic Review Apps Setting. Automatic Review Apps Enabled. Ok, cool. Supprimer le auto destroy review apps quand la pull request est fermée. On n'attend pas qu'elle soit fermée. Et auto destroy review app quand aucun déploiement ou commit n'est apparu depuis X temps. Bon, on va faire ça comme ça. Ah, c'est cool, ils l'ont mis aussi par heure. Ah, c'est cool ça. Ça veut dire que si je ne commit pas, je peux lui spécifier, je sais pas, genre 2 heures et il va se couper et c'est bien, ça permet d'éviter de consommer du crédit bêtement. Bien joué, Scalingo, je connaissais pas, c'est cool. Dans tous les cas, comme j'ai créé ma branche avant d'avoir sélectionné ce truc-là, je suis obligé pour le premier, je crois que je suis obligé de le faire manuellement. Alors. Ok, je sélectionne title. D'accord. Ah oui, c'est mon APR. Il a vu l'APR. Il me dit tu peux faire un truc. Voyons voir. Create review app. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. This is already a review app. Ah bon, d'accord. Ok. Comment est-ce que je peux suivre mes différentes apps du coup? Ah, c'est pas là que je voulais aller. Application de type toute. Ok. Review apps.
Où est-ce qu'il les met? Listing, d'accord, c'est dans Review App Listing. Ok. Il y a celle-ci, il y a la pull request. Ah, du coup, il n'y a peut-être pas la base de données sur celle-ci. Ah non, il va falloir que je fasse un fichier Scalingo pour les spécifier à chaque fois la base. Ah, j'avais pas envie de passer du temps dessus. Ah, définitivement, j'aurais pas le temps de faire du DDD et toutes ces choses-là. Wow. Petite frustration. Alors. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on voit qu'il a repris ma variable. D'accord. C'est intéressant. Est-ce qu'il fait d'autres choses? Sont mes autres variables? Ah, je sais plus faire des environnements Scalingo. Bon, on va découvrir ensemble. S'il y a plusieurs intégrations. Ok, donc là, ce qu'il dit, c'est que si jamais il y a du GitHub Action, il va lancer le déploiement de la review que si que si la GitHub Action elle est passée. Et tout à l'heure, par exemple, ça ne passait pas mes tests, et du coup, il n'aurait pas lancé le déploiement. Alors, il en met du temps. Il me semblait que ça allait plus vite. Il y a peut-être une histoire de cache qu'il est en train de créer. On va quand même regarder Scalingo Review Apps. With Database, par exemple. Ok. Blablabla. Ok, if you have enabled review apps. Ok. Donc une nouvelle review sera créée à chaque fois qu'une PR est ouverte par rapport à GitHub. Cette nouvelle application est une application enfant. Ah, donc il va avoir la copie des add-ons, des collaborateurs et des environnements. Très bien. Donc j'ai rien à faire. On va voir. Il a des... Oh, cool. Il a détecté mon post-deploy. Donc là, il a fait quoi? Là, il a chargé les dépendances. Donc c'est la phase de deploy. Une fois qu'il a chargé mes dépendances, là, il va exécuter Prisma Migrate Deploy. Ok. Migration found. Il a trouvé la migration. Apparemment, il l'a appliqué. Post-deploy hook succeeded. Non, ça a marché du premier coup. Excellent. Apparemment, ça marche cette affaire. Hein. Ça marche trop bien, Scalingo. En gros, c'est un pare-feu pour éviter de péter la prod. Un pare-feu pour éviter de péter la prod. De quoi donc? La petite alerte, machin truc. Pour éviter de péter la prod ou les environnements de recettes et compagnie. Ouais, plutôt les environnements de recettes. Pour la prod, on va faire un script un peu plus costaud. On pourrait faire un truc ultra direct pour Scalingo, mais la prod, j'aime bien faire attention. En général, je préfère prendre la main. Et dans Scalingo, donc on peut déployer une application depuis le code, mais on peut aussi déployer une application depuis une archive. C'est cette version-là que je préconise à titre perso. Parce que on préfère avoir la main sur les versions véritablement utilisées, sur le code qui a été fourni, sur toutes ces choses-là. Et pour rollback, c'est aussi plus simple. On a plus de maîtrise. Ouais, et puis peut-être que je suis vieille école, hein, mais historiquement, on avait tendance à déployer en production des binaires déjà compilés, et on évitait une phase de recalcul, etc.
Donc là, on va dire que je suis... Après, c'est différent, ici, il y a du TypeScript qui rentre en jeu. Mais je préfère vraiment déployer des paquets de sources dont je suis exactement sûr. Et par exemple, si on va sur 1024 pix, si je fais... Bon, ok, on va faire comme ça. Hop, hop, hop. Et nous, ce qu'on va déployer, c'est quoi? Ah non, on a peut-être... Bah, c'est directement des tags, ouais. À chaque tag dans GitHub, il est possible de récupérer directement l'archive, ou le zip. Et dans Scalingo, on lui donne ça, on lui donne l'archive ici. Et voilà, il fait le taf. Comme ça, je suis sûr que c'est exactement la V3 125 qui va partir en production et pas un éventuel commit qui se serait glissé. Ça arrive, hein, les commits sur la branche principale alors qu'on n'aurait pas dû, ça arrive. Et voilà, là je veux être sûr de pouvoir envoyer à chaque fois une version déjà bien packagée. Alors, eh ben on a vu que ça marche. Donc j'ai des review up. À partir de maintenant, j'ai des review up. Et j'ai même des review up qui vont exécuter les scripts de migration. C'est assez satisfaisant cette affaire. C'est cool. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir vérifier à partir d'ici? Bah, je vais vouloir m'amuser avec les seeds. Et je vais vouloir que ma route to 12 elle me renvoie à... Ouais, merci. Salut Nabil. Et je vais vouloir que ma route to 12 elle me renvoie bien mes fameux to 12, mais qui seront issus de mes seeds. Je rappelle le concept, hein, donc quand on gère une base de données et l'outillage qu'il y a autour, en général il y a un schéma, il y a un mapping, il va y avoir tout le nécessaire autour de la gestion des migrations du schéma. Et le plus souvent, on retrouve aussi une gestion des seeds, donc qui sont des données qu'on peut injecter une fois ou plusieurs fois, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de seeds? Deux sujets. Le premier, ça va être si jamais on a besoin d'un référentiel particulier. Imaginons, je crée une application qui doit gérer différentes monnaies. Et bah, si je fais un truc un peu générique, je vais vouloir gérer mes différentes, ouais, vraiment mes monnaies avec le symbole, le nom, le cours, j'en sais rien. Je vais vouloir les gérer dans une table qui s'appellera Currencies. Et peut-être que pour démarrer mon application de facturation, de gestion de monnaie, il va falloir que, au lancement de mon application, il va falloir que je sois sûr d'avoir déjà ces données préenregistrées. Pareil quand on va gérer des rôles. Peut-être que sur une application d'administration, on va avoir une gestion de rôles avec des admins, des je sais pas quoi. Et peut-être qu'on aura besoin de données de type groupe, admin, rôle, droit, etc. Vraiment par défaut pour lancer l'application au plus minimal du minimal. Et des sites, ça sert à ça. Donc ça, c'est un premier besoin. Un autre besoin, c'est si on va avoir des données de test. Notamment quand on commence à avoir une base et un schéma un peu plus complexe, on va vouloir avoir des données un peu établies ou qui permettent de tester facilement, plutôt que de devoir à chaque revop recréer ses données. Ça c'est franchement pénible. Du coup, les sites, ça permet de générer des données de test. Et c'est bien pratique, hein. On en use beaucoup sur Pix, ou même ailleurs sur d'autres projets. Et voilà. C'est pour ça que c'est une feature qui vient de base avec tous les ORM un peu costauds. Donc je vais vouloir faire ça, je vais vouloir peupler ma base avec des seeds. On va sur Prisma, seeding your database. Alors ça marche comment? How to seed your database in Prisma. Qu'est-ce que ça dit ça? That is required. Ah bah c'est exactement ce que je viens de dire, ok. Dès qu'on a besoin d'avoir des données spécifiques, ok, ou validating, développement, bah voilà, on se situe là-dedans. Alors, seeding fonctionnalité, expect command in the seed key in the Prisma key. Ah bon, il va falloir que je mette ça, moi? Ça fait quoi en mode JS? Ok. Bah d'accord. This can be any command Prisma db seed. Ça fait quoi si je lance sans rien? Je suis là, j'ai rien. Ok, Prisma db seed.
Ah, il m'indique tout. Il est gentil. Est-ce que je m'ajoute... Ah, t'as rajouté TS Node alors que j'ai déjà ajouté TSC. Un peu redondant. Mais ça permet d'avoir des seeds à la sauce TS. Ou alors ça veut dire troisième piste mais qui n'est pas indiqué ici. Troisième. Ouais, apparemment il est pas choqué de faire ça lui. Bon allez. Je suis pas convaincu, mais je vais le faire. Hop. Et donc il dit quoi dans le package JSON? Using ESM. ECMAScript module. Non, je crois pas que j'utilise. Ah, quoique. Bon allez, soit on va prendre cette version là dans le package JSON. Ah non, sinon il y va en bash. Ah. Ah. Je sais pas pourquoi je le sens pas le. Ouais mais ça veut dire que je vais devoir faire un script et tout. Non, on va le faire simple, on va prendre la première version. Allez. C'est dans quoi? C'est dans le package. Ok, il le met quelque part, je vais mettre après les scripts. Oh, oh non, pourquoi il fait pas? Hop. Null loader tsm prisma seed.ts. Donc là, je vais devoir créer un fichier seed.ts. Prisma seed.ts. Ok. Ensuite, elle dit quoi la doc? Exemple seed scripts TypeScript. Ok. Wow. D'accord, il y a tout ça. À TypeScript, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Donc ok, on va prendre ce genre de choses. Et après moi je gère pas des users, je gère des to-dos. Ligne 16. Oh merci. Trop bien vu. Ok. Oh non, je vais arrêter de m'embêter. Hein. Clac, Prisma, Seed. Ici, ok. Comme ça, j'aurai pas des problèmes de petites caractères. Ok, on récupère le client Prisma. Très bien. On a une fonction main async qui va être appelée ok, comme ça. Ensuite, il fait quoi? Alice. D'accord. Donc nous, il va... C'était ça qui était la magique avec Prisma, c'était monstrueusement trop bien. Donc je vais me contenter de faire un to-do 1. Et ça va être auto-complété normalement. C'était quoi ensuite? To-do. Il fait un upsert. Donc c'est quoi? C'est update or insert. Ok. On va lui passer des choses. On a... Ah ouais, vu qu'il est en mode upsert, vu qu'il est en mode... Ah, ça permet de reset les données. Ok. Non, j'ai peut-être pas besoin, je vais me contenter de faire un insert en vrai. Update, create. J'imagine quand on fait un insert, il a pas de... Ah non, ou alors sinon je... Est-ce qu'il a insert? Non. Ok, donc c'est vraiment en mode upsert. J'ai pas lu la doc, hein. Comme d'hab. On va prendre le début, on va lui dire qu'on s'en fout, il n'y a rien. Hop. On fait create. Ok, on va y avoir des choses. Ah, on peut aussi... D'accord, pour les données nested. Imaginons qu'il y a un utilisateur et différents postes, on peut directement créer les postes associés. Stylé. C'est vraiment bien, Prisma, c'est vraiment bien.
Et donc j'ai quoi comme information à lui mettre? L'ID il est auto-généré. Quand je suis sur To-Do, j'ai quoi dans mes To-Do? J'ai pas de To-Do? Ah si c'est ici. ID, bon je vais pas avoir besoin du ID. Created il est à default, ok. Ça c'est quoi update date? J'imagine que c'est une capacité spéciale. En gros j'ai besoin de lui mettre, que content en vrai, hein. Et il va aller me peupler le reste magiquement. Content, on va dire to do 1 par exemple, ok. Hop, tout ça je pense que je peux virer. Ah après il log, ouais on va faire ça dans un premier temps. To do 1, to do 2, je suis encore en mode exploration là, je connais pas suffisamment la techno. Je suis encore en train de découvrir. Mince, pardon. Ok, pourquoi il est pas content? Is not in camel case. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Ok, ok. Hop, hop. 3, 2. Ok. Ensuite tu logs ça, blablabla, console error. Ok, il a mis en forme. Là, ici, je pourrais sortir peut-être mon logger et encore, non. Pour l'instant, j'ai sorti Prisma, je l'ai mis à côté. Ça peut nous jouer des tours à un moment donné. Par exemple, je peux pas, tel que c'est fait là, tel que c'est structuré là, je peux pas forcer, enfin, je peux pas simplement utiliser mon logger que j'ai mis plus loin là-bas. Ah bah ça répond à la question. Non, j'y ai pas trop accès. Je pourrais, mais ce serait vraiment dégueulasse. Il faudrait que j'aille le tirer de point, build, etc. On sent que c'est pas super propre. Donc là, je vais pas le faire dans un premier temps. Alors, c'est ce qu'on a vu autrefois. Finally, disconnect à tous les coups. Ok, bah on va jouer ce machin-là, hein. Alors, c'était quoi la commande? C'était Prisma DB seed. Oui, il manquait le point, je pense. To do where unique input needs at least one argument. En vert. Ah, c'est pas. Ah, where. Ah, il lui faut au moins l'ID dans le where. C'est lié au upsert ou à quoi d'autre, hein? Argument where. Ok. Ouais, c'est bon à savoir. Quand on fait un where, faut absolument mettre un ID. Ah! Et là, comme je fais un upsert, effectivement, si je lui mets pas de where, il va pas pouvoir le trouver. Du coup, je fais un upsert, mais il n'y a qu'une méthode create. Et du coup, c'est pas très pertinent. Et donc, on pourrait faire directement create. J'imagine que c'est un truc dans ce genre-là. Select. Non, bon, ok, on va aller voir la doc. Alors, comment ça se passe au niveau de la base de données? Là, si je fais upsert. Crude. Create. Ok. Prisma.user.create data. D'accord. Autant pour moi. C'est un petit peu trop violent ce que je vais proposer. Ok. Là il est bien. Ah, du coup, c'est pareil pour les copains. Est-ce que j'ai un moyen magique? Non, bon, ok, on va faire plus simple. Hop. Tac, tac. Bon, ça me coûte pas grand-chose de le faire à la main. Ok. Alors, cette fois-ci,
Normalement, il doit me tuer à cause de l'environnement. Il doit pas trouver l'environnement. Prisma client, initialisation error. Ok, ça s'en rapproche. Environnement variable not found. Ok. On voit qu'on est en contrôle. On a les erreurs auxquelles on s'attend. C'est cool. Le fichier c'est celui-là. Ça me dérange pas d'avoir des erreurs à partir du moment où je m'y attends. Ok. Oh, la petite icône là. Rigolo. Alors, comme prévu, il génère bien un ID. Comme prévu, il a mis à jour CreateDate et le petit hat. Là aussi, tout ça, c'est magique. Ah, on voit qu'on a une micro-différence. Et comme prévu, il a mis le status à tout doux. Ok, on a une base, elle est peuplée. Donc si je relance mon application, normalement, cette fois-ci que je vais taper la route notes, non tout 12, je vais y trouver ce que je cherche. J'avais une route quelque part. Là, bon. Allez, on va chercher ici, localhost. Et cette fois-ci, on a bien toutes nos données. Ok, stylé. Donc les sites, ça marche bien. Les sites, ça marche bien. Maintenant, est-ce que je prendrais pas la main? Donc si je fais ça, c'est cool, hein, il va me créer des données de façon assez aléatoire, mais ça ne me permet pas forcément, ce qu'on aime bien, c'est avoir la main sur nos seeds. Donc là, je suis pas forcément en contrôle de mes données. Donc c'est pour ça que je vais me permettre en vrai de lui indiquer l'ID. À la rigueur, le reste, je m'en fiche un petit peu, mais l'ID, je sais pas si je vais pouvoir forcer le 1 ici. Et si j'arrive à forcer, en vrai, le upsert il deviendra beaucoup plus pertinent. Ouais, c'est des données test, c'est pas des données référentielles, donc j'ai vraiment envie d'avoir la main. C'est en quelque sorte des fixtures. Ah oui, tout à fait. Alors, comme je maîtrise pas encore mon affaire, c'était quoi? C'était npx prisma migrate reset. Oui, je suis prêt à perdre ma base, à la reconstruire, ça me permet de vérifier la totale, notamment quand je crée une review app. Ok, 1, 2, 3, il est passé. Autre petite chose que je veux vérifier, c'est si j'en rajoute une. Là, je suis vraiment en train de découvrir l'outil, je suis en train de découvrir un ORM. Donc je regarde jusqu'où je peux aller, comment ça se comporte. Et donc lui, j'y rajoute un to-do 4, mais je veux ne pas le modifier. Et puis je veux aussi rajouter un to-do 5 par exemple. Dans mon console log, je m'en fiche un peu. Ah si, c'était joli. To-do 4 et 5. On découvre Prisma. Donc là, j'ai dit que je voulais tester un fameux upsert avec mon where. Il y avait au niveau de l'update. L'update, je vais rien en faire s'il existe. Et là, c'était pour le create. Pour le create, bon alors à la rigueur, si s'il n'existe pas, new content. Donc le 4, ce que je vais vouloir vérifier en faisant ça, c'est qu'on a bien un ID qui est auto-généré et qui vaut bien 4. Ma crainte, c'est que le séquençage ici, il soit pas géré correctement. Vu qu'on prend la main sur l'ID, j'ai peur que le séquençage par défaut géré par Prisma, il soit pas content. Donc c'est ce que je vais vouloir checker avec mon to-do 4. Et mon to-do 5, j'ai envie de m'amuser avec un upsert. Ouais, j'ai envie de m'amuser avec un upsert. On a vu que le where il allait péter, donc du coup je vais lui faire un ID. Et on va dire qu'on va modifier le 1. Ce que j'ai modifié, c'est pas le content, ça va être le status, par exemple. On est sur un to-do, hein. Et je vais dire que le status il est passé à done, par exemple. Ou whip. On va dire done, on va faire simple. Voilà ce que je vais vouloir vérifier. Et donc si je relance le seed, si je relance le seed comme ça, il va pas être content.
Il va pas être content. Et en vrai, là, je deviens sur un upset. Voilà, ok. Donc, ok, je sais ce qui va se passer. C'est pour ça que je suis obligé de faire un reset. Parce que si je lance 2 fois mon script en l'état, il est possible que la deuxième fois ils disent que le 1 il existe déjà et qu'il me claque une erreur. Alors, eh ben voilà, ça commence. Unique constraint fail on the field ID. Et parce que là, je pense qu'il a voulu créer un ID qui vaut 1. Je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. Comme de convenu. Ok. Alors, la bonne façon de faire. Est-ce que je peux lui setter l'identifiant, l'ID? J'aimerais bien forcer l'ID de ce truc-là. Là, je risque de devoir faire une commande SQL à la main pour lui dire que la séquence, ça vaut machin truc. Voilà, par exemple, si on va sur localhost, normalement j'ai un adminer qui tourne. Ouais, on va aller vérifier ça. Hop, on vient, Postgre, ok. Utilisateur, on va suivre par défaut, c'est Postgres. On a mis example, base de données, to-do list. Ok, il y a ça. Si je clique sur to-do, ID, ok, c'est une séquence nextval de to-do ID séquence. Et comment... Oh, je suis nul en SQL. SQL get current sequence value. Si vous avez la commande directe, je prends. Create séquence, ça va être quoi? Ça va être un select de... Ok. Ça marche là? Ah non, j'ai pas regardé comment s'appelait la séquence. To do ID sec. To do ID sec current value from machin truc. Sequences don't exist. Comment est-ce qu'on va lui dire? Comment est-ce qu'on va lui dire? Alors, current value from SQL Server sequence. Use database, go, select, current value from 6 sequences. Pourquoi? Select étoile from. On va commencer par ça. Ah, intéressant. PostgreSQL list sequences. Je m'attendais pas à faire du SQL de last. Select last value. Non, ce serait aussi bête que ça. Ok, on va voir. C'était quoi déjà? To 12 ID sec. Oh mince. Last value. Relation to do ID sec does not exist. Ah. To do ID sec. Ah, c'est parce que quand il y a une majuscule, c'est ça? Ok, c'était celle-là. C'était celle-là. Ou alors, non. Non plus. Ah. Pas ouf. Pas ouf de bloquer. Ça doit être une autre table. Ah, salut. Salut Nolwenn. Sur PG. Pourtant, je suis sur PG. Select. Information schéma. .sequences. Ok. De toute
façon, être full stack, ça veut pas dire maîtriser tout, mais ça veut dire ne pas avoir peur d'essayer. Et de s'y repérer assez facilement. Donc ok, je vois que j'ai des choses. Première chose, start value. Voilà, il est à 1 pour l'instant. Ok, je suis un peu quand même frustré de ne pas arriver. Information schéma, point sequences. Ça veut dire que si je fais séquence name, ça, est-ce que ça marche ça? Hop, 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 hop. Bon, ok, je laisse tomber le machin. C'est que ton repository est une méthode NextID. Ouais, pour l'instant j'y suis. Ah! Pour l'instant, j'ai pas encore de repository. On est encore au tout début. On a essayé d'industrialiser la base de données un petit peu partout. Au niveau du local, de la CI, au niveau des review apps et de la prod. Ouais, c'est la partie industrialisation qui est un petit peu relou. Donc là, il faudrait que je pourrais le laisser faire. Et comment on précise à Prisma de faire un next... Ah, il faudrait que j'ai un next ID à ce niveau-là. Donc si je fais Prisma next ID, est-ce qu'il est capable de le faire? Non, pas comme ça. Parce que pour l'instant... c'est générer un new UID. Ouais, mais pour l'instant, je suis vraiment à la base de la base. Je passe pas encore par des UID. Je suis avec que des ID là. Et puis, mais ouais, je pense aux UID, ça va être un vrai truc. Alors. Comment est-ce qu'on peut faire cette affaire-là? Si on fait Prisma execute raw SQL. Raw database accès query raw. Prisma query raw. On pourrait faire ça et forcer la séquence. Bon, après, il faut que je me rappelle comment forcer un numéro de séquence. Est-ce que j'ai ça en stock quelque part? Prisma set sequence ID for Postgres. Donc il pose des machins, blablabla, blablabla. Non, là je l'ai pas. Potentielle solution. Raw, ID, séquence. Ouais, non, ça me tente pas, ça, comme type de solution. Ok, j'ai vu que je pouvais faire un raw quelque chose. On va faire ça à ce moment-là. On va faire ça. Ouais, mais non, mais je vais devoir le faire à chaque fois, ça va être un petit peu moche. Ça va être un petit peu moche. Bon, faut être pragmatique, faut avancer, donc on va se faire un truc dans ce genre. On va se faire un truc dans ce genre. Là, je voulais vraiment mon obsert ici. Where ID. Du coup, c'est pas todo 5. Ouais, si, pour quoi il correspondra. Et c'est ici que je vais. C'était mon numéro de séquence direct. Alors là encore, hein, je reste. Je sais plus. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de SQL. 7. Alors, Postgre. 7. Séquence ID. Je sais qu'on l'a fait sur Pix. Puis j'irai voir le code de Pix. Ah! Select Next ID. Get Next ID. Ok. Et donc lui, il peut faire un truc dans ce genre-là. C'est malin, ok.
Bon, apparemment, il y a une correction. Ah oui, donc plus. Bon, ok, on va tester ce machin-là déjà directement. On va aller sur Aligner. Table ID sec. Ah, c'est peut-être ça ce truc. J'ouvre une autre table à côté. To-do ID sec. Hop, 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 hop. Ce qui m'embête, c'est que j'arrive pas à accéder à ma clé ici. Il faut peut-être que je précise. Select max ID, select set val, qui a fait un set val from a table. De la table, c'était la table to do. J'aime bien mettre en vert. Et est-ce que ça marche? Non, encore. Ah, décidément. Ok, on revient ici. On exécute juste celle-là. Select max ID from to do. Ah oui, ok, c'est parce qu'il y a ça qui traîne. Ah bah décidément, ce soir, je suis pas en V, non? At armir to do. ID from to do. Faut que je préfixe avec public à chaque fois ou... J'ai comme un doute là. Je suis comme un bébé. Select étoile from to do. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Ah, je sais même plus faire un select. Afficher les données. Il m'affiche pas le... Normalement, il aurait dû m'afficher la étoile. Select étoile from to do. Ah, il met double quote. Ok. Pff, oh là là là. Oh là là. Ok, on revient. C'était double quote. Ouais, donc ça je peux l'enlever. Select étoile from to do. Ok, d'accord, ça y est. C'était double quote à chaque fois, je me suis fait voir. Ok, très bien. Pas de soucis. ID sec. Ok, ah bah ouais. Oh, depuis le début. C'était pas des simples quotes, c'était double quote. Très bien, très bien, très bien. Et donc si je repasse par là, je reprends mon... disons celui-ci. Hop, par exemple. Alors là, il met des simples quotes. Je pense que je vais me faire bananer. Table ID, sec. Et donc la table, elle s'appelle to do. Je vais lui mettre des doubles quotes dans un premier temps. To do ID sec does not exist. Ok. From... Oh non. Select cette val. Non, bah, c'est compliqué cette affaire. Je vais aller checker dans Pix, ce sera plus simple. Pourtant, quand je fais celui-là, et celui-là, il passe. Alors, comment est-ce qu'on fait sur Pix? Ok. GitHub, hop. Au niveau de l'API, on a la base de données. Quand on fait les seeds, hop, voilà, non c'est pas ici. Ça c'est les images, ouais, non ça va pas m'intéresser. Ça va être au niveau de data. Il y a quoi d'autre là-dedans? Où est-ce qu'ils sont mes users? Ça, je crée mes users ici. Hop, 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 hop. Ah non, je sais plus du tout où est-ce qu'on l'a fait. Non, là, je suis un petit peu coincé. Je vais falloir trouver une autre solution pour avancer parce que sinon, ça va être un peu chiant pour tout le monde. Comment qu'on fait? Je vais encore creuser un tout petit peu la piste ici, et sinon je passerai à autre chose.
Mon numéro de séquence que j'ai réussi à l'avoir. Si on revient, je veux choper mon numéro de séquence. Là, je crois que j'avais réussi à le choper. Numéro de séquence. Ok. On avait ça. Donc, select étoile from ça. On avait chopé ça. On a bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à le CT. Et pour le CT, alors lui il parle de +1, blablabla. On a aussi la doc de PG. Select set val. Waouh. Il y a des choses à fixing, séquence ownership. Ok, on a ça ici. On va comparer. Ça va être mon numéro de séquence. Hop, 42, pourquoi pas. Ok, ça y est. Enfin. Donc on reprend select étoile from clack to do id sec. La value 42. Ok, c'était ça. Très bien. Donc on va pouvoir faire un row machin truc sur cette ligne là. C'était simple côte et double côte. Waouh, c'était assez violent. Alors, je veux passer ici. Je sais que ma table c'est todo underscore id sec. Et je sais que le numéro de séquence par défaut il est à 3, je crois. Hop. Alors, est-ce que ça va passer? Ensuite, on y place le 4, et là, il va faire un upsert sur le 5. To do 5, ça doit être pareil que to do 1, normalement. On revient ici. Non, reset pas. Oh. Prisme des décide. Unique constraint fail on the fields IDs. Ah bah ouais, maintenant, si il peut reset parce qu'elle est toute cracra. Yes. Cool, c'est passé. Ok. Ok, désormais, si j'ai besoin, avec mes seeds, je pourrais m'amuser sur les numéros de séquence et tout. On sera bien. Mon to do 5, en revanche, il a encore le status to do. Ça m'embête un petit peu quand même. Status, normalement, je voulais que... Ah, c'est sur le crate. Ok, d'accord. Autant pour moi. Hop. Et create, je m'en fiche un petit peu en vrai. Mais en vrai, lui... je m'en fiche un petit peu. C'est surtout pour jouer avec. On va voir ce qui... Donc là, si je fais... Ah, si je relance DB... Ouais, mais c'est ça le problème. Tant que je suis en ce mode là, à chaque fois que je vais relancer mes seeds, ça va pas le faire. Je vais me prendre les pieds ici direct. Et ça, c'est pas ouf. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Moralité. Si je veux un petit peu de contrôle, si je veux pouvoir que mes seeds ils se jouent sans problème à chaque fois. En même temps, j'ai pas forcément besoin de les jouer à plusieurs reprises. Bon, ok, on commence à maîtriser le truc. On va dire qu'on s'arrête là pour cette partie-là. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ah oui, parce qu'il est... Ok, comme il les joue pas, il est pas content. Si tu veux, on peut te retirer. Ok. Ok. Donc on te met comme ça. Ah, il a bien son numéro de séquence. Et là, j'aurais bien mes seeds. Maintenant, il va falloir que je dise à Scalingo, charge-moi les seeds. Donc on regarde ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a un paquet JSON, ça va jouer les seeds. Ok. Ça, c'est parce qu'on a mis TS node. Changes. Lui, normalement, il doit être ignoré ce fichier.
Ensuite, fichier seed. Ah mince, qui c'est qui m'a... Bon, ça j'en veux pas. Et ça j'en veux pas. Il faudra que je fasse un petit truc pour les enlever. Pourquoi est-ce qu'il les a générés automatiquement? Je sais pas trop. Soit. Ok, on vient ici. On va vérifier que notre commit est propre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va simplement lancer des tests dans un premier temps. npm test. Je suis désolé, hein, ce soir c'est pas la partie la plus marrante, c'est la partie industrialisation, donc il y a forcément beaucoup de petites erreurs, de prise de tête sur des trucs. Bah, c'est comme ça quand on monte un projet de zéro. Et c'est ça que j'ai envie de montrer en vrai, c'est la réalité. Back.env. Je pensais que t'étais parti, back.env. Ok, ah ouais, ok. Le mec comme modifié parce qu'en vrai il va le supprimer, tout ça. Fichier non suivi. Il m'a régénéré mes deux fichiers que je voulais pas. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Du coup, on va lui dire, hop, ici, t'occupe pas, laisse-moi, t'occupe pas de Prism. Donc là, c'est quoi? C'est slash Prisma. Tout ce qui est dedans, t'en occupe pas. Est-ce que ça va marcher, ça? Recommençons. Les tests, en tout cas, ils étaient passés. Si je me contente de transpiler, npm run build. Ok. Il y a des choses. Est-ce qu'il m'a généré les fichiers? Non, c'est bon, il les a pas générés cette fois. Donc, ce commit là, il embarque l'exclusion des Prisma JS. Ah oui, on va vérifier npx Prisma migrate reset. Ce qui serait dommage, c'est que mes SID ne passent plus parce que j'ai exclu ici. Yes. C'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas dû transpiler. Et du coup, il n'a pas dû les lancer. Si je vais checker hop, ceci, et que je fais un petit select étoile là-dessus. Ah si, ah si. Il les a bien joués, très bien. Très bien, très bien. Cool. Bon, ok, c'était Snit qui fait son affaire. Donc tout ça, ça a l'air pas trop mal. Et bah c'est parti, on va committer. Et donc ça fait quoi? On a fait quoi en faisant tout ça? On a setup les seeds. Allez. Setup db seeds. Ensuite, on va voir comment ça va se comporter sur Circle CI. Et est-ce qu'il va mettre à jour la review app? Pas Circle CI, GitHub Action, pardon. Alors, mais GitHub Action. Ok, c'est en cours. Et l'autre machin qu'on voulait voir, c'était Scalingo. Est-ce qu'il a mis... Est-ce qu'il a... Ah non, bah non, pour... Ah si, il a pas attendu. Alors ça se trouve c'est déjà fini. Étrange, il a pas attendu que ce soit fini avant de démarrer. Je suis un peu surpris, je m'y attendais pas, mais soit. Hop, pendant qu'il est en train de récupérer tout. Ok, tout ça s'est bien passé. La CI ça marche bien. Et maintenant côté Scalingo. Du coup, les deux CI passent en même temps. Bah, il y en a un, c'est une CI, c'est GitHub Action. Et l'autre, c'est pas une CI, l'autre, c'est juste un script. C'est juste un script automatisé qui se lance. C'est
utiliser les webhooks de Git, enfin de GitHub. Et quand normalement il est censé attendre un Scalingo, mais là il n'a pas attendu. Donc voilà. Non, il n'y a qu'une CI, hein. La seule CI c'est GitHub Action. Scalingo c'est un autre process, une autre tâche qui tourne. Build complete. Shipping your container. Hop. Ah, j'ai même pas testé en local ce que ça donnait. Ah si, j'ai testé tout à l'heure. Il met un petit peu de temps là. Ça, c'est moyen bien. Je trouve que ça met un petit peu de temps. Normalement, ça devrait être plus rapide. Bah alors, on met du temps. Je vais me prendre le timeout. Je pense que je vais me prendre le timeout. Et qu'est-ce que je peux avoir comme log par rapport à tout ça? Post deploy hook detected. On va voir. Allez, bah c'est long. Ok, statut starting. Donc là, il est en train de démarrer. Est-ce que je peux avoir des logs quelque part? Non, là, je suis obligé d'attendre. En attendant. Ah, ok. Ok, si ça y est, enfin les logs sont venus. Alors, une migration prouvée. Il n'a pas de... Bah, ça c'est cool, ça permet de voir... Ok, ça veut dire ça que notre système de migration, il marche vraiment bien. Donc on est sur la même review app, et il a vu qu'il n'y avait pas besoin de rejeu des migrations. Par contre, je suis vraiment pas sûr qu'il ait joué les seeds. Je pense vraiment qu'il n'a pas joué les seeds. Et c'est ça qu'on va aller vérifier. Par exemple, si je me mets ici, par exemple. Ouais, il les a pas joués. Ok. C'est normal, on ne lui a pas dit. On ne lui a pas dit. Sur l'environnement de prod, bah, sauf si tu... Un code de lecture sur pourquoi utiliser des UID comme clé primaire. Ouais, mais on est d'accord hein, qu'il faut utiliser des clés primaires, des UID. Après, ça m'intéresse quand même ton article. Déjà, ne serait-ce que pour la sécurité, je pense que les ID c'est pas ouf. Sur mon projet de AirVault, de gestionnaire de mot de passe sécurisé, j'ai un double mécanisme avec des clés primaires autogénérées en interne et des UID pour tout ce qui est usage externe. Ne serait-ce que pour la sécurité. Mais après, il y a énormément, il y a plus que juste la sécurité en vrai. Queries don't change. Oui, bon, ça on est d'accord, bah, ça fait aussi partie de tout ça. Ouais, j'irai voir tout ça, Un des soucis qu'on a eu récemment avec Pix sur les ID, c'est qu'on avait configuré les colonnes par défaut, elles sont en integer, et on a une colonne on a une table, c'est la fameuse qui fait plus de 800 millions de lignes, ça progresse super vite, hein. Et en vrai, on est en train d'atteindre, on était sur le point d'atteindre la limite qui était d'1 milliard 256 millions et quelques. Et il a fallu qu'on fasse un truc et migrer des tables pour passer un int en big int, c'est vraiment pas drôle. Enfin si, l'exercice il est marrant à faire. Et on est content de l'avoir fait en quasi zéro downtime. Et pour y arriver, on a dû lancer un script de pré-migration qui a dupliqué la colonne ID de chaque donnée des 800 millions de lignes. Et le script il a pris 24 heures. Et après on avait un autre script qui a pris aussi plusieurs heures pour bouger pour bouger les clés, les foreign keys des autres tables. Ah non, celui-là on n'a pas eu besoin d'exécuter. Dans tous les cas, ça prenait 24 heures de pré-migration. Et ensuite, vraiment le passage de int à big int, le moment fatidique, ça a pris 30 millisecondes, je crois. Enfin, c'était ridicule.
mais il y a eu un énorme travail. Au final, le chantier nous a pris entre 2 et 3 semaines, je dirais, avec des passages où il fallait tirer les données, enfin non, simuler des données de prod pour avoir une même volumétrie. C'était vraiment costaud. On est content d'avoir fait l'exercice. Un jour, on fera un Rex dessus. Il y a peut-être une PR qui est en préparation. Mais ouais, on a tapé la limite des integers. J'irai quand même pas jusqu'à dire que par défaut, mettez des begins sur vos ID. Mais sinon, les UID, ça peut être une bonne solution. Bref. Revenons dans des trucs peut-être un peu plus simples. Le problème, ça venait que quand on démarre, non, quand on fait une proc file, dans notre proc file, ici, on n'a pas ajouté on n'a pas joué les seeds. Alors, je crois savoir que dans Scalingo, pour la première fois qu'on crée une review app, il y a un hook un peu particulier. Ah bah tiens, bah, on est exactement ce cas-là, database migration pour le post-deploy hook. Cool, on utilise le bon outil au bon endroit, très bien. Build asset, ok, ça c'est au post-deploy. Ah mince, c'est quoi? Non, j'ai pas le... Je crois qu'il y a une... Lifecycle management. Renommer l'application, blablabla. Non, là, je vais pas la trouver en one shot. On va tenter Scalingo. Review app. Created. Hook. Ah non, ce serait le Scalingo JSON qu'il faudrait faire. Ah, c'est peut-être ça. Je crois que c'est dans le Scalingo JSON. Ouais, il me semble que c'est là-dedans. Scalingo.json, c'est le fichier qui va expliquer quelles ressources on va mettre pour chaque, notamment RevUp, mais en fait chaque environnement, chaque application. Et il me semble que pour ce truc-là, on peut y ajouter, deployment hooks. Ouais, voilà. First deploy, ouais, ça. Et du coup, je l'évite, hein, j'ai vraiment envie d'éviter ce Scalingo JSON file. J'ai vraiment envie de l'éviter, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Let's use declare script which will be executed at post deploy hook. Comment il marche le first deploy? Ah, on a une tâche post deploy, on peut peut-être avoir une tâche first deploy directement. Directement dans le proc file, je suis pas sûr. First deploy. Proc file. Proc file. Ils sont compatibles avec Heroku. Ce que je vous montre avec Scalingo, quasi à 99%, ça marche avec Heroku. Mais non, mais je trouve pas là. Non. On va tenter. Ok, on va tenter. Hop. First deploy. Ah. Mais alors, si je fais un first deploy et que j'ai pas ma base de données, je vais bien être embêté. Et en plus, ce first deploy, il va falloir que je tire une nouvelle PR. Ça va pas être marrant. Après, on a un mode upsert grâce à Prisma qui est vraiment sympa. Qui permet d'avoir de l'idempotence. Non, allez, on va la jouer simple dans un premier temps. On va jouer sur l'idempotence du machin. Et on va passer tout en upsert. Alors, je l'ai plus mon upsert. Ok, c'est pas de souci. Where ID 1. J'avais créé. Non, update. Bon, j'ai pas besoin de faire un update. Mais par contre, create. Ok. Normalement, ça consiste à faire à peu près ça.
ID 2, hop. Allez, tant qu'à faire. Hop. Ok, j'en ai 3. J'en ai 3, et puis le premier, disons que le premier, j'ai envie de lui mettre un petit status quand je le crée. Si je le joue 2 fois, non, on va faire simple, hein. On va faire done. J'aurais pu faire un truc du style, si je le recrée, enfin si je repasse, si je rejoue le seed, alors il passe en mode done. Ouais, allez, on va faire ça. On va se faire ça pour le plaisir. C'est la petite sucrerie. On va voir si ça marche. Donc, lui, par défaut, quand je le crée, il a juste le content et il aura le status à to do. Si je rejoue mes seeds une deuxième fois, il va passer en mode update et normalement il sera un status add-on. Il y aura tout ça. Ah, j'ai encore un truc create, c'est quoi ça? Ah non, ok, lui ça va être le content du 4. Ok, très bien. Et quand je le fais simple, je viens ici. Ah, mais ça veut dire que... Ça veut dire que quoi? Que mon premier il sera rapidement à... Ok. Ça veut dire que mon premier il sera rapidement à done. On va voir. Migrate, c'était quoi? Ah oui, comment on fait les seeds? Prisma. Migrate. Seed. Non, bah non, je suis bête, je l'ai fait là. C'était quoi la commande? Migrate. Ah, Prisma DB seed. Ok. Facile. Voilà, très bien. Oh non, ils sont encore là, ces deux. Oh, c'est reparti pour des galères. Ok. Allez, on va faire run seed at each deployment. Alors, si je fais ça, par contre, ah oui, mais non, mais il y a souci. Il y a souci, ça veut dire qu'en production, je vais me faire avoir. Ça veut dire qu'en production, ouais, bon, pour l'instant, on peut pas trop y penser, mais je risque de me faire avoir. Ça veut dire qu'en production, il faut que j'ai conscience que mes 3 premiers comptes, ils sont pas bons. Et non, j'ai un autre souci, c'est qu'en pro, si je lance ces seeds en prod, ouais, non, c'est pas bon ce que je viens de faire. Parce que si je lance les seeds en prod, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais déployer en prod, déjà, je vais fucker ma... Ouais, je vais gâcher. Ouais, non, ça va pas le faire à chaque fois. Si je lance 2 fois, ça va péter. J'ai fait un clic, mais j'ai pas encore push, hein. On va jouer les seeds plusieurs fois. Au passage, on va aussi se faire une petite package. Moi, j'ai une petite tâche sympathique. On va la mettre ici. On va s'en mettre ici. Ouais, là, on va s'en mettre ici. Bon, on va s'en mettre ici. DB reset. Elle va faire quoi? Elle va faire Prisma migrate reset. On va se faire une autre tâche. Ça va être pratique ces tâches-là au quotidien. DB seeds. Elle va faire Prisma DB seed. Il y a pas acid. Hop. Prisma, non, il n'y a pas de S, je vais pas en mettre. Ok. Et quoi d'autre? Bon, on va dire que ça suffit. Alors. Ok. On va commencer par nettoyer la base. NRDB reset. Ah, il va falloir que je mette un force, un moins force quelque part, je pense, parce que là c'est relou. Alors, il a pas été content. Client version, target ID, il y a un truc qui va pas dans mon script. Unique constraint fail on the field ID. Sur le ici, hop, le champ ID. Sur le champ ID.
Ah, c'est parce que j'ai dû oublier un truc. Ah oui, j'ai supprimé, il fallait pas que je supprime. Autant pour moi. Ok. Ok. Recommençons. Hop, il a généré tout ça. Là, il va lancer ses seeds. Ok. Et donc, si je refais nrdd seed, là, on va vérifier la base. Hop, on est ici. On va avoir des données. On voit qu'on a nos 4. La première, elle est en to-do. Si je le relance, je m'attends à ce que la première, elle soit en done. Je m'attends à ce que le script il marche et que ce soit en done. Ah mince. Ah, ça va être le truc to do id sec 3. Ah bah ouais, bah c'est ce que je disais à cause de ce truc là. À cause de ce truc là. Et là, ce qu'il va falloir faire. Ah ouais, et puis lui à chaque fois il va en créer. Et donc rapidement on va aller polluer la base avec plein de données dont on n'a pas besoin. Bon, il m'embête un petit peu. Je n'ai pas trop que ça auto-généré. Je suis bien, mais en vrai, si je la lance plusieurs fois. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si je la lance une fois et que je vais rajouter des données à la main, il va aller forcer. C'est là où il faut aller faire un select max ID. Ok, ça va être ça le truc. Dans tous les cas, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire un select max ID ici. C'est aussi simple que ça. Alors, select max ID de la table qui s'appelle to-do. Select max ID. Ça marche pas ça, select max ID? Est-ce qu'il faut le mettre entre... Hop. Ah. Alors... Ah, il y a un from. C'est max ID from to do peut-être. Nope. Ok. PostgreSQL. Select max ID. Hop, from ma table, limite 1. Max. Ah bah alors. Ah, c'est très slow. Oui, ok. Pas de souci. Est-ce qu'on pourrait faire un count? Le count, il est un petit peu... Non, il est un petit peu... C'est pas fou. Select max. Ouais, on sait qu'il est assez chiant. Select étoile. Ouais, select max. Bah normalement c'est bien ça pourtant. Select max ID from table. Voilà, si to-do does not exist. Bah si, je t'assure qu'elle est là. Ok. Hop. Dans la requête set error relation to-do does not exist. Ah, c'était le point virgule. Ok. Revenons à nos moutons. Alors, il y a celle-là et il y a celle-ci. Je pense que tout à l'heure j'avais raté juste le from. Ça devait être une chose dans ce genre-là. Ok, apparemment c'est passé. Apparemment c'est passé. Ok. Par exemple, si je vais en rajouter une à Mimine. Oh mince, j'ai perdu ma commande. Désolé.
petite sardine, attention. Hop. Clac, clac, hop. Ok, c'est ça ma commande. Et là, je suis un petit peu plus serein. Ok. Raw query, selected val, hop, tout ça. Très bien. Je sais que j'aurai toujours la dernière. Ça, c'est cool. Après, encore avec cette technique, ce qui est pas ouf, c'est qu'à chaque fois qu'on va exécuter les seeds, ça va alimenter, ça va ajouter une entrée ici. C'est pas génial. On va pouvoir relancer. Hop. Ah, encore une erreur avec le select. Ça va être une histoire de double quote encore cette affaire. C'est dans query row. C'est dans mon query row. Il n'a pas apprécié une chose. Il n'a pas apprécié une chose. Au pire, mon to-do. Ouais, je sais ce que je vais essayer. Je vais essayer de mettre des doubles quotes à ce niveau-là. C'est bizarre parce que la requête elle est bien passée tout à l'heure dans le miner. On va refaire. Relation to do does not exist. Ok. Et donc, ce qu'il n'appréciait pas forcément. Alors, j'ai mis des doubles, j'ai mis des parenthèses. On va faire ça. Bon, désolé pour la petite perte de temps. Ah merde, il est déjà 8h30. Bon, voilà, ça passe. Bah, je pense qu'on va committer et puis s'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il me reste des choses à faire sur la base de données? Non, en plus, on n'est pas trop mal. Hein. Ça veut dire qu'à partir, on va vérifier que les feeds se lancent bien à chaque fois. Mais normalement... Et en plus, elles vont bien se lancer en mode upsert normalement à chaque fois. Donc, j'ai pu lancer le machin 2 fois de suite. C'est cool, c'est super stylé. Et quand je viens sur... hop, afficher les données. J'ai un done. Ah, ok, c'est pas trié dans l'ordre. C'est pas trié dans l'ordre. Ah, et est-ce qu'il a mis à jour le updated? Non, ça il a pas mis à jour. Il va falloir qu'il mette à jour le updated. Bon, ça je le ferai en off à côté parce que c'est pas super intéressant. Mais on voit que tout ça c'est plutôt bien réglé et c'est cool. C'est franchement cool. On regarde. Ouais, toujours ces fichiers là qui m'embêtent un petit peu. Bon, on fera le truc plus tard. Et bah voilà. Ouais, je propose de s'arrêter là. Je vais faire les commits propres et tout qui vont bien sur après le live. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'ai bien conscience que c'était un petit peu plus fastidieux parce que la base de données c'est toujours un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais là on a pas mal. Hein. On a plutôt tout. Si, il manque juste la base de données avec les tests. Je vais le faire. Je pense que je vais arriver pour le faire en off parce que sinon ça va vraiment être relou en live. Mais je vais tout mettre dans un commit bien foutu. Comme ça, la prochaine fois, peut-être cette semaine ou lundi prochain, on pourra enfin s'amuser avec un petit peu de domaine centrique à architecture. Et ce sera stylé. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et vous souhaiter à la prochaine.